Bonsoir, je suis le marchand de sable. Et dans cette heure silencieuse, où le monde s'apaise, je vous attendais. Alors posez doucement vos inquiétudes, comme on dépose un manteau après un long voyage. Fermez les yeux et laissez votre respiration s'approfondir. Et accompagnez-moi vers un village perché dans les Pyrénées-Orientales. Castelnou, le village de mon enfance. Et ce soir, ces pierres millénaires vont nous raconter leurs histoires. La vieille Peugeot gravit paisiblement les derniers lacets du col dans la nuit catalane. À l'arrière, Emma et Léa dorment profondément. Leur tête blonde oscille doucement contre les sièges. Emma, l'aînée de 8 ans, serre dans ses bras sa peluche préférée, tandis que Léa, 6 ans, a glissé sa main dans celle de sa sœur, même dans le sommeil. Le coffre déborde de valises lourdes, chargées de tout le nécessaire pour ces vacances qui s'annoncent magiques. La route serpente avec une patience millénaire, comme si elle savait qu'il fallait du temps pour rejoindre le lieu sacré de l'enfance. Mes mains se crispent légèrement sur le volant. Cette montée de nuit réveille toujours en moi une émotion particulière, un mélange d'impatience et de respect pour ce qui m'attend. Et puis soudain, après le dernier virage serré, la vallée ronde s'ouvre devant nous, tel un écrin précieux, marquant une rupture brutale avec la crevasse sombre et la montagne où se dresse fantomatique la tour du guet. Cette sentinelle médiévale a vu passer tant de siècles, veillant sur les assaillants d'autrefois, comme sur nos nostalgies d'aujourd'hui. Et là, dispersées dans l'obscurité comme des lucioles endormies, scintillent les lumières de Castelnou. Et mon cœur se serre d'une émotion si profonde qu'elle me coupe presque le souffle. Ces petits points dorés dans la nuit portent en eux tellement d'années de mes souvenirs les plus tendres. Je ralentis instinctivement pour savourer cet instant, cette première vision du village qui ne vieillit jamais dans mon cœur. Et l'arrivée au bourg se fait en silence, bercée par le ronronnement feutré du moteur. Les filles continuent de dormir paisiblement, ignorant que nous approchons du théâtre de nos prochaines aventures. Avant d'atteindre l'entrée du village, la route nous mène naturellement vers le cimetière. Je ralentis encore, le cœur étreint par l'émotion. Et là, derrière les grilles en fer forgé, reposent Papy Rodolphe et Mamie Tony, diminutif affectueux d'Antoinette, gardien éternel de ce lieu magique. Leur tombe simple veille sur l'entrée du village, comme ils ont veillé sur nos enfances. Le clocher de l'église se dresse juste à côté, et sa cloche qui égrène les heures depuis des siècles, marquant le temps qui passe et celui qui demeure. Sur la droite, avant l'entrée proprement dite du village, la petite échoppe de la vendeuse de citronnade sommeille dans l'obscurité.
Demain, elle proposera ses friandises colorées et ses boissons fraîches aux promeneurs. Et pour l'instant, elle aussi se repose, préparant ses douceurs pour le jour qui vient. Nous atteignons maintenant la porte basse du village et arrêtons ici la voiture. Ce passage étroit, percé dans les remparts anciens. Et nous voici maintenant dans l'enceinte sacrée de Castelnau. Sur la gauche, l'épicerie d'Étiennette étend son ombre bienveillante. Et même fermée, elle semble exhaler encore toutes ces odeurs merveilleuses qui ont marqué mon enfance. Je parle bien sûr de la lavande séchée, des herbes de Provence, des bonbons au miel et 1000 parfums qui composent la symphonie olfactive de mon plus jeune âge. Étiennette, cette vieille dame distante qui connaît tous les secrets du village, règne sur ce petit royaume des senteurs. Juste en face, la place du village s'étend dans toute sa splendeur nocturne. Cette petite place pentue de 10 mètres sur 10, avec son charme fou et son arbre central d'essence mystérieuse, forme le cœur battant de Castelnau. Et sur le vieux banc de pierre où s'assoient habituellement les anciens du village, 2 chiens somnolent paisiblement. Ils lèvent la tête à notre passage, remuant doucement la queue, en signe de bienvenue avant de se rendormir. Même dans l'obscurité, cette place dégage une magie particulière, celle des lieux qui ont vu défiler les générations. Et à côté de cette place, la montée étroite qui mène à la maison de mes grands-parents s'élève dans la pénombre, et cette rue de 2 mètres de large, avec sa pente rude, qui essoufflait déjà nos jambes d'enfant, nous attend patiemment. Et en la regardant, je ne peux m'empêcher de sourire. L'hiver, cette même pente se transformait en notre piste de luge favorite. Et nous dévalions sa surface gelée dans des éclats de rire qui résonnent encore entre les rues de pierre. Ici, on peut entendre le souffle léger de la tramontane qui chante dans les pierres anciennes. Il est presque l'aube, cette heure magique où la nuit hésite encore à céder sa place au jour. Les filles, nous sommes arrivées, dis-je doucement. Emma ouvre les yeux, la première, suivie de Léa, qui se frotte les paupières en regardant autour d'elle avec cette curiosité émerveillée de l'enfance. « C'est ici, papa ? C'est ça le village de ton enfance ?» murmure Emma. « Oui, ma chérie, bienvenue à Castelnau. » Les valises sont effectivement très lourdes. Je les sors une à une du coffre, aidées tant bien que mal par les filles qui veulent participer malgré leur fatigue. Nos téléphones éclairent faiblement le chemin de leurs torches bleutées, créant des ombres dansantes sur les murs de pierre. L'ascension de la rue pentue avec les bagages devient un petit défi familial. Emma tire courageusement sa petite valise à roulettes qui rebondit sur les pavés inégaux, tandis que Léa s'accroche à mon bras libre, fascinée par ce décor nocturne qui semble sorti d'un conte. Et nous atteignons enfin la maison de mes grands-parents. Et dans la lueur de nos téléphones, la porte en bois vieilli nous accueille avec son caractère bien trempé. Elle grince dans la nuit, résistant comme si elle gardait jalousement les secrets de tant d'étés passés. Il faut pousser fort,
d'un coup d'épaule déterminé pour qu'elle consente enfin à s'ouvrir. Sur la gauche, les escaliers montent vers la terrasse. Et là, fidèle à mes souvenirs, le figuier étend ses branches protectrices. Son odeur caractéristique nous parvient déjà, mélange de sève et de feuilles. Promesse des fruits juteux qui viendront. À l'intérieur, nos lampes de fortune découvrent la poussière qui danse dans l'air, recouvrant chaque surface d'un voile gris tendre. La maison a dormi tout l'hiver, gardant précieusement l'essence de mon enfance sous cette couche protectrice du temps qui passe. « Papa, on va dormir ici ?» demande Léa, regardant autour d'elle avec des yeux ronds. « Oui, ma chérie, mais d'abord, nous allons réveiller cette maison ensemble. » Cette première journée se transforme en rituel familial de renaissance. Les filles, d'abord fatiguées par le voyage et cette arrivée nocturne, retrouvent rapidement leur énergie naturelle une fois le soleil levé. Nous nous lançons dans un grand nettoyage de printemps, balayer, dépoussiérer, aérer ces pièces qui vont devenir notre foyer temporaire. Emma manie le balai avec sérieux, tandis que Léa s'occupe d'épousseter les bibelots avec un chiffon presque plus grand qu'elle. Mais très vite, notre nettoyage se transforme en un grand voyage dans le temps. Chaque objet que nous découvrons sous la poussière porte la signature artistique de Papy Rodolphe. Il y a ici 13 maquettes de bateaux trônant sur les étagères, caravelles et vaisseaux anciens d'un réalisme époustouflant. Et chaque détail a été ciselé avec amour, les cordages miniatures, les voiles de soie, les canons minuscules, les nettoyés demandent une patience d'orfèvre. Chaque coup de pinceau révélant la minutie extraordinaire du travail de grand-père. Sur le mur, une galerie de portraits nous observe avec bienveillance. Mamie Tony dans sa robe du dimanche, mon oncle José dans son uniforme, ma tante Anne-Françoise avec son sourire malicieux, tous ces visages aimés, immortalisés par le pinceau tendre de Papy Rodolphe, semblent reprendre vie sous notre regard. Et les bustes en bronze qu'il a sculptés trônent ici et là, témoins de son talent. Celui de Mamie Tony, si ressemblant, qu'on croirait qu'elle va nous parler. Et dans chaque recoin, nous découvrons ses créations en terre cuite, des vases aux formes harmonieuses, des statuettes délicates, et la maison tout entière est un musée vivant de son génie créateur. À chaque objet dépoussiéré, les souvenirs affluent sans discontinuer. Cette maison n'est jamais vide, elle déborde de présences aimantes, de rires d'autrefois et d'odeurs familières. Depuis des semaines, je cultive secrètement un projet qui va faire de ces vacances un moment inoubliable pour Emma et Léa. Dans une des valises soigneusement dissimulées, j'ai emporté 3 boîtes en bois de tailles différentes et j'y ai glissé tout un assortiment de bijoux de pacotille, des colliers clinquants, des bracelets dorés, des bagues ornées de fausses pierres précieuses. Tout ce bling-bling merveilleux qui donnera l'impression de découvrir de vrais trésors. Et cette chasse au trésor, je l'ai imaginée
planifiée, rêvée pendant des mois. Elle sera le grand moment magique qui marquera à jamais leur souvenir de Castelnau. Les filles, j'ai quelque chose d'extraordinaire à vous raconter. Elle s'approche, intriguée par mon ton mystérieux. Vous voyez le château là-haut ? Je désigne la forteresse qui domine le village. Il y a très longtemps, un vicomte régnait sur Castelnau, et on raconte qu'avant de mourir, il aurait caché 3 trésors quelque part dans le village. Et depuis que je suis petit, je les cherche. Les yeux d'Emma et de Léa s'écarquillent. De vrais trésors, papa ? Souffle Léa. Oui. La légende dit qu'il existe une première carte cachée sur la place du village. Et si on la trouve, elle nous mènera au premier trésor qui lui-même révélera où trouver le deuxième. Et ainsi de suite. Et l'explosion de joie qui suit réchauffe mon cœur. Mais elles ne savent pas que le soir même, pendant qu'elles dormaient profondément, je m'étais glissé hors de la maison avec mes 3 coffres et mes cartes de parchemin que je venais tout juste de bricoler. Quand j'étais sorti, la nuit était douce. D'abord la place du village, où j'avais soulevé délicatement une pierre derrière le banc des anciens pour y dissimuler la première carte. Puis après, je m'étais rendu au jardin derrière l'église, près de la tombe de mes grands-parents, où j'avais enfoui le premier coffre qui contenait la carte vers le lavoir. Et ensuite le lavoir en contrebas, où j'avais caché le deuxième coffre. Et enfin, l'ascension du Majorque nocturne, qui n'était pas une mince affaire, jusqu'à son sommet, là où s'élève le tas de pierres au vœu. J'avais dissimulé le 3e coffre sous un rocher plat, juste à côté de cet amas sacré. Et le lendemain matin, je réveille les filles avec un air de conspirateur. J'ai réfléchi toute la nuit. Je crois savoir où pourrait se trouver la première carte. Sur la place du village, il y a un vieux banc de pierre, et les légendes disent que les trésors se cachent sous les sièges des sages. Nous dévalons la pente dans l'excitation du matin. Le soleil caresse déjà les pierres anciennes, réchauffant doucement le village qui s'éveille. Sur la place, les 2 chiens nous accueillent en remuant la queue, comme s'ils étaient complices de notre aventure. Et là, on peut sentir l'odeur du pain d'épices qui flotte dans l'air matinal, s'échappant de la petite boutique juste en face de l'épicerie des Tiennettes. Cette odeur si caractéristique me ramène instantanément à mes matins d'autrefois, quand je venais ici avec mes cousins pour boire un café accompagné d'une épaisse tranche de ce pain d'épices, moelleux et parfumé. Et dans cette même boutique, on trouvait aussi des bonbons au miel, fabriqués avec le miel du coin. Ce nectar doré qui capturait toute l'essence des fleurs sauvages des alentours. Emma et Léa se précipitent vers le banc, inspectant chaque pierre avec la concentration intense des véritables aventuriers. Et c'est Léa qui, avec ses petites mains habiles, soulève la pierre et découvre le parchemin roulé, retenu par une ficelle ancienne. « Papa, papa, on l'a trouvé !» s'écrie-t-elle, brandissant le trésor comme un trophée. Emma déplie précautionneusement la carte fille, ses doigts suivant les lignes que j'ai tracées.
Ça dit, là où reposent les gardiens du village, près de l'église, aux cloches éternelles, cherchées sous l'olivier qui pleure. Nous nous dirigeons maintenant vers le cimetière. Les filles gambadent devant moi sur le chemin. L'église romane apparaît bientôt, petite et pittoresque, avec son charme intemporel qui traverse les siècles. Et ses pierres patinées racontent 1000 histoires, et son architecture simple et pure témoigne d'une époque où la foi se construisait dans l'humilité. Et dans le cimetière, nous trouvons la tombe de Papy Rodolphe et Mamie Tony. Les pierres tombales sont envahies par la végétation, la mousse et les herbes fraîches, ayant pris possession du marbre avec le temps. Je m'agenouille et commence à nettoyer doucement les tombes, arrachant avec douceur les mauvaises herbes, dégageant les inscriptions presque effacées. Emma et Léa m'aident en silence, comprenant instinctivement la sacralité de ce moment. C'est qui Papy Rodolphe ? Demande doucement Emma. C'était le plus merveilleux des grands-pères, un artiste, un conteur, un magicien qui transformait tout en beauté. Et puis Emma aperçoit l'olivier, et dessous en creusant le premier coffre que j'avais soigneusement enfoui. À l'intérieur, les bijoux scintillent, comme 1000 étoiles sous le soleil matinal, et les filles poussent des cris de joie émerveillés, touchant délicatement chaque collier, chaque bracelet, comme s'il s'agissait de véritables joyaux royaux. Et là, sous le trésor, une nouvelle carte pliée. Ces cartes, je les avais fait à la hâte, car j'avais oublié les originaux à Paris. Alors pour trouver la solution, en fouillant dans les placards, j'avais découpé des sacs à aspirateur que j'avais trempés dans du thé, dont j'avais brûlé les bords avec mon briquet. Et ensuite, avec un morceau de charbon que j'avais trouvé dans le barbecue, je dessinais les trajectoires. Et cette carte disait « Là où l'eau chante éternellement, au pied de la montagne, dans le bassin où résonne la cascade. Le deuxième secret vous y attend. » Le lavoir, m'écriai-je, je sais où c'est. Nous descendons vers le bas du village, empruntant les sentiers que j'avais parcourus 1000 fois étant enfant. Maintenant, le lavoir apparaît comme un sanctuaire naturel, avec son bassin extraordinaire et sa cascade qui déverse son eau claire dans un murmure perpétuel. L'eau coule du robinet de la source, pure et cristalline, descendant directement de la montagne. Je m'approche et je bois une gorgée de cette eau glacée qui a le goût de mon enfance. Venez les filles, goûter. C'est l'eau la plus pure du monde. Elles boivent à leur tour, riant quand l'eau froide leur chatouille le nez. Ici, tant de souvenirs affluent. Les bains d'été avec mes cousins, mon corps bronzé, plongeant dans ce bassin naturel, nos rires résonnent encore dans la pierre. Nous remontions le cours du ruisseau, dans la végétation dense, cherchant les trésors naturels comme des framboises sauvages, toutes sortes de cailloux polis par l'eau.
secrets cachés dans les recoins. Et puis ce jour inoubliable où Leda, la chienne de mon grand-père, avait sauté du haut de la cascade, directement dans le bassin. Nous avions tous eu si peur, croyant qu'elle ne survivrait pas. Mais elle avait émergé de l'eau en secouant sa fourrure, fière et joyeuse, comme si c'était la chose la plus naturelle du monde. Et Emma découvre le deuxième coffre, dissimulé derrière une pierre moussue près du bassin. Encore plus de merveilles à l'intérieur. Et là, elle trouve la dernière carte, où il est inscrit « Au sommet du Majorque, là où le vent chante la mélodie du temps. Le dernier trésor repose près des souhaits éternels. » Le Majorque font monter tout là-haut. Léa sautille d'excitation. L'ascension commence. Nos cuisses brûlées doucement sous l'effort. Le sentier serpente à travers la garrigue parfumée. Les herbes sauvages libèrent leurs essences sous nos pas. Plus nous montons, plus la vue s'élargit, révélant progressivement le village en contrebas. Le château qui domine les toits d'ardoise et la vallée qui s'étend jusqu'à l'horizon. Et au sommet du Majorque, le vent de la tramontane nous accueille avec sa puissance caractéristique. C'est ce vent qui monte, qui porte, qui donne l'impression qu'on pourrait s'envoler si on se penchait au bord du monde. Et les filles écartent leurs bras, riant aux éclats, quand les vents le fait presque décoller. Et il y a le tas de pierres aux vœux qui s'élève devant nous, un monument naturel construit par les générations de visiteurs. Chaque pierre représente un souhait, un espoir, une prière lancée vers le ciel. Et là, juste à côté, sous le rocher plat, le troisième et dernier coffre qui attend. Et Emma et Léa l'ouvrent ensemble, découvrant le trésor final, le plus précieux. Leur visage rayonne de bonheur, un bonheur pur. Et maintenant les filles, faites un vœu et déposez chacune une pierre, leur dis-je. Elles obéissent, les yeux fermés, et déposent leur pierre sur la masse sacrée, avec toute la solennité dont sont capables les enfants quand ils touchent au magique. Je les prends toutes les deux dans mes bras, et nous restons là, contemplant Castelnau qui s'étend à nos pieds, baigné de cette lumière dorée si particulière de la Catalogne. Et le village semble hors du temps, éternel, gardien de nos histoires et de nos amours. Papa, est-ce qu'on reviendra ? Demande Emma, sa petite main dans la mienne. Bien sûr, ma chérie, Castelnau sera toujours là à nous attendre. Et les jours suivants passent trop vite, comme ils passent toujours dans les lieux qu'on aime. Et le matin du départ arrive, teinté de cette mélancolie douce qu'on éprouve quand on quitte un endroit précieux. Nous chargeons les valises dans la voiture, plus lentement que nous les avons déchargées.
comme pour retarder l'inévitable. Les filles font leurs adieux aux chiens de la place, aux figuiers, à la maison qui nous a accueillis, et m'applaudent un peu. Et Léa serre fort contre elle un des colliers de pacotille, son trésor le plus précieux. On reviendra, pas vrai, papa? Répète-t-elle. Promis, ma chérie, Castelnou fait partie de nous maintenant. Et la voiture descend lentement, les lacets du col. Et dans le rétroviseur, je vois les lumières du village s'éloigner, s'estomper. Mais je sais qu'elles brilleront toujours dans nos cœurs. Et dans la lenteur soyeuse de la nuit, alors que les derniers échos du village s'effacent dans le silence, l'esprit s'étire doucement, comme une brume dorée, glissant entre les pierres anciennes. Et Castelnou repose à présent bercé par le souffle chaud de souvenirs retrouvés. Et dans cette sérénité suspendue, tout devient possible. Le vent, ce vieux conteur catalan, murmure encore quelques secrets oubliés, tandis que les lucioles intérieures allument une à une leurs petites flammes de sérénité. Et chaque ruelle, chaque pierre, caressée par les pas d'autrefois, se dissout lentement dans une lumière ambrée, un peu comme une aquarelle laissée par le temps. Et il n'y a plus rien à faire, simplement flotter, porté par une vague invisible qui efface les contours et qui dilue les pensées dans l'encre tiède d'un rêve en formation. Et tout ce qui fut réel devient tendre mirage. Et chaque trésor caché dans les cœurs résonne d'un éclat feutré. Et les rires des enfants, les cloches lointaines, l'odeur du figuier au matin, tout s'enlace, s'en mêle, se métamorphose en une douce pulsation d'éternité. Et pendant que votre esprit s'enfonce dans ce cocon de souvenirs, une lumière intérieure, pareille à celle des collines au crépuscule, veille encore un instant, avant de s'étendre doucement, naturellement, dans la sérénité d'un silence infini. Et maintenant, dormez bien, mes chers amis. Je vous souhaite une très douce nuit et que les lumières de Castelnou éclairent vos rêves les plus tendres.